je retiendrai trois choses, comme ça des expressions qui m'ont frappé. Dans votre exposé, vous avez parlé de guerre de l'eau. Ça me rappelle une phrase de Lucien Chabasson, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, je pense, puisqu'il a été secrétaire général du plan d'action pour la Méditerranée à Athènes, qui m'a dit un jour, écoute, on ne fera peut-être pas la guerre pour l'eau, mais on ne fera pas la paix sans l'eau. Et ça, je crois que c'est sans doute un des cœurs. La deuxième, c'est votre idée de think tank. Là aussi, le partage des savoirs, le partage des informations est évidemment au cœur d'un progrès possible. Si on continue à savoir et à travailler chacun dans son coin, on n'arrivera jamais à rien. La troisième, c'est, et alors là vous êtes au moins trois à en avoir parlé, c'est la notion d'éducation. D'éducation des citoyens, d'éducation des professionnels, d'éducation ou de formation de jeunes diplomates, etc. Là aussi, l'homme est évidemment, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, je pense, dans les remarques finales, au cœur de la totalité des progrès possibles. Mais il nous reste 5 minutes, disais-je, pour des questions éventuelles, si quelqu'un souhaite. Je vous en prie. Il doit y avoir un micro, oui, voilà. Je me présente, je suis Dominique Aliritière et je suis le président honoraire de l'Association internationale du droit des eaux. Et évidemment, je vais faire de la publicité pour mon association. Et j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt les trois présentations, et votre introduction aussi. Et la dernière présentation par le professeur Martelli, spero che non distruggo il suo nome, et où il a parlé des différentes religions et des points de vue éthiques et tout ça. Bon. Alors, si les religions peuvent nous aider dans le problème de la gestion des eaux, je ferai un plaidoyer pour qu'on ne mette pas la question de l'eau sur le plan éthique, mais sur le plan juridique. Évidemment, bien souvent, heureusement, le droit et l'éthique se rejoignent, mais pas toujours. Et je crois qu'il est très important de rester scientifique, donc d'avoir une approche juridique et non pas une approche éthique où là on glisse sur des terrains mouvants. Et j'ai beaucoup apprécié justement la référence du docteur Cormer, non Cormer, à la Convention des Nations Unies sur l'eau, où les Nations Unies font des efforts juridiques pour essayer de faire avancer cette question-là. Et voilà, je vous remercie, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, je vois en lisant le programme le nom de mon vieux complice Hervé Lenné, qui est à 2 sièges de vous, qui devrait intervenir dans les remarques finales et qui se trouve être président de l'Académie de l'éthique. Donc Hervé, je te laisse ce sujet. J'ai vu 2 mains se lever. 1, 2. Vite, parce qu'il nous reste 3 minutes 5. 3 minutes 5. Bonjour et merci Monsieur le Président. Je suis Bart Vos, assistant parlementaire de Jean Nonnet, président du Comité national de l'eau. Et je suis aussi l'ancien président du Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau. Donc vous pouvez déjà savoir ce que je vais dire. J'apprête beaucoup ce qui a été dit sur l'importance d'inclure les futures générations ou les jeunes générations actuelles. J'ai une suggestion et une question pour Monsieur le professeur. La suggestion serait tout d'abord d'investir encore beaucoup plus de ce qui est le cas aujourd'hui dans l'échange international entre les étudiants qui étudient dans des domaines relatifs à l'eau, parce qu'il faut vraiment que les étudiants étudient ce domaine, pas du perspective nationale, mais dans une perspective au niveau de bassin versant ou international et régional. Et la question pour Monsieur le professeur, c'est j'apprécie beaucoup votre vision sur la structure éventuelle, donc opérationnelle dans vos idées. Est-ce que vous avez dans cela aussi déjà réfléchi sur la place des jeunes dans cette structure? Merci. Thank you very much for this very important question. And of course, the previous speaker, is also important because it's not only a question of ethics. Even if in my seniority I'm thinking that ethics it's very important.
And I am thinking more and more that there is no technological fixing for many complex problems. This is the answer to the previous speaker. But returning to your basic question, younger generation, yes, there are some instruments. Firstly, I think the most simple instrument that we tried in collaboration with Roberta Balabio several years is to have a mandatory course in life science, in physics, of course has been trained in the Department of Physics, but also in law faculties for interdisciplinary approach. With Roberta Balabio, the key expert running this project, we tried to push this idea at the level of the European Commission and also at the level of our government. I mean, I think the best way to unify education and the role of the younger generation is exactly to allow to them to be exposed to interdisciplinary course, and a first a concrete example is to try to ask the Commission to consider, even if there exists freedom for any nation, to consider some credits. Now this is technical language, 1 or 2 credits for students participating in sort of interdisciplinary things. France is very famous for your Academy of Science, so maybe you can realize some of his dream. But this is exactly the point. Merci. La dernière, peut-être. Oh, please, Michael, yes. But, briefly. Yes, the only thing I wanted to say as perhaps a concrete step is that within the last decade, we had the decade, the UN Decade for Education for Sustainable Development, led by UNESCO. In the Mediterranean, we were not actually inactive, but very active. So we came with a strategy, the Mediterranean strategy for education for sustainable development, formal, non-formal, informal, and for all levels of education. At this very moment, we are completing the action plan for education for sustainable development with the participation of all Mediterranean countries and many stakeholders. Many of the ideas expressed also here by Professor Martinelli will try to incorporate. And this is the first time we have a common, this has been approved by the ministers of the Union for the Mediterranean last May in Athens. And this is the first time we have a common ground north-south for developing projects, programs, and curricula. We have 3 champion countries already. One of them comes from the south, is Morocco, where for the implementation of the strategy, and soon we'll have, I hope, some fruits on that. Merci. Bon, ils ont pris la parole à 45, il est 44. Donc, madame, mais ce sera la dernière, je suis désolé pour toi. Il y aura une pause tout à l'heure, on pourra bavarder, excuse-moi. Merci beaucoup d'avoir organisé ce colloque. Je lirai avec un très grand intérêt le livre que l'UNESCO a publié. Je me présente rapidement, je suis Jana Jabour, je suis enseignante à Sciences Po Paris et chercheur associé au CERI d'origine libanaise. Alors ma question s'adresse à Dr Fadi Komer. Vous êtes praticien, donc je voudrais vous demander de nous faire pénétrer dans l'univers de l'hydrodiplomatie, dans les coulisses des négociations en matière de l'eau, à travers le cas de l'Oronte. Vous avez mentionné que cet accord était un accord perdant à l'origine pour le Liban. Vous l'avez transformé en 2002 en un accord win-win. Concrètement parlant, comment cela a-t-il été possible? Quelles sont les conditions qui sont nécessaires aujourd'hui pour qu'un accord en matière de l'eau réussisse? Et une question encore plus concrète, dans quelle mesure est-ce que cet accord, est-ce que ces négociations sur l'Oronte
pourrait être considéré comme une success story qui pourrait être transposable au cas des négociations entre la Turquie, la Syrie et l'Irak sur le Tigre et l'Euphrate, par exemple. Merci beaucoup. Bravo. Vas-y, sois bref. Bravo, Jana, pour cette question. Je rejoins aussi donc la remarque précédente concernant les textes réglementaires, les textes des Nations Unies, tels que la Convention 1997, qui a été ratifiée par le Liban en 1999. Et c'est sur ce texte-là que nous avons pu s'appuyer pour remporter la bataille dans les négociations. C'est un texte onusien qui prône le partage équitable et l'utilisation raisonnable de l'eau. Donc les coulisses des négociations, donc si tu veux, on aurait peut-être un aparté ensemble. Donc c'est une mission très difficile à concrétiser qui nécessite en fait le concours de la technique, des outils technologiques tels qu'on l'a présenté donc dans le cadre du livre, qui nécessite aussi le concours de textes législatifs tels que la Convention, mais aussi qui nécessite tout au début un consensus national dans les pays qui ont déjà pris la décision d'entamer des négociations. Donc, quand on siège dans le cadre d'un comité de négociation, qu'il n'y a pas un consensus national dans le pays, donc la position du pays devient une position très très faible. Donc voilà concernant donc la première question. En tant qu'outil qui sera applicable à d'autres bassins, le bassin de l'Oronte est un bassin trop compliqué, car il y a à l'aval un pays qui n'a pas ratifié la Convention des Nations Unies, telle que la Turquie. Et c'est pareil aussi pour le bassin du Jourdain. Dans le cadre du bassin du Jourdain, le Liban, la Syrie, la Jordanie, la Palestine ont ratifié la Convention. Israël n'a pas ratifié la Convention. Mais même sans cette ratification de la part de la Turquie et de la part d'Israël, on pourrait toujours appliquer les concepts qui sont dans la Convention de 1997 et aussi joindre la Convention de 92, la Convention de l'UNES, aussi qui présente des modèles gagnant-gagnant pour les pays de l'Europe qui se partagent le bassin du Danube, le bassin du Rhin, etc. Quand il s'agit, Jana, d'un sujet comme l'eau, un sujet qui devrait se placer dans le cadre de l'éthique aussi, car c'est un sujet qui rassemble les gens, donc il va falloir penser de l'action du concept humanitaire. Le concept humanitaire veut dire que la Convention des Nations Unies ne prône pas un partage inéquitable, comme c'est le cas du bassin du Jourdain. Donc pour l'individu en Palestine, donc 30 litres par jour, en Jordanie 60 litres, au Liban 120 litres, en Israël 300 litres. Donc il va falloir changer cette donne-là. Et si vraiment on pense à concrétiser la paix, il va falloir changer les mentalités. Et changer les mentalités, c'est par l'éducation aussi, qui est la base, donc, la base de tout changement durable. Voilà, je crois que j'ai pu donc apporter un complément d'information à tes connaissances et nous en sommes très fiers de toi à Sciences Po Paris aussi. Bien, merci Fadi pour ta réponse.